Bonsoir Pépitoriens, Pépitoriennes. On se retrouve pour une nouvelle émission de Pépitor, la grosse émission. Comme d'habitude, nous commençons avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne. Ce sont juste des échanges entre particuliers. Et ce soir, on reçoit un petit nouveau, une nouvelle tête sur Pépitor. C'est Julien. Salut Julien, comment vas-tu ? Salut Denis, salut à tous, ça va très bien et toi? Ah, très très bien. Donc Julien Demanne, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Donc Julien Demanne est un ancien responsable risque dans une banque, c'est ça? Ouais, ouais. Et maintenant, tu es investisseur, tu gères un peu ton patrimoine, tu vas nous expliquer un peu comment, avec un peu de trading, un peu d'actions, un peu de commodities, un peu d'ETF, etc. Donc, ça fait plaisir Ouais. de recevoir une nouvelle figure. Donc, on commence comme d'habitude. Quel est ton parcours de vie en fait pour en arriver à vivre de ton patrimoine, quoi. C'est-à-dire au niveau études, est-ce que tu as déjà fait des études en relation avec la finance? C'est quelque chose de complètement différent. Oui, alors j'ai fait des études, on appelle ça ingénieur de gestion en Belgique, donc moi j'ai fait mes études en Belgique et j'ai fait ensuite un master en management international. Maintenant, pour le dire très clairement, alors on apprend la finance et la gestion, mais on va dire que c'est pas là qu'on apprend non plus l'investissement, qui pour moi est vraiment une discipline à part. D'ailleurs, ce qui est bien dommage, c'est qu'il y a pas vraiment d'études aujourd'hui qui nous permettent d'apprendre à gérer notre patrimoine. Euh, et on aura peut-être l'occasion de leur discuter, mais je trouve que c'est quelque chose qui fait défaut, en tout cas de la culture financière dans l'Occident en général. Peut-être pas aux US, hein, c'est surtout très européen ça, hein, parce que les Américains en fait, si je dis pas de bêtises, hein, leur retraite c'est leur investissement en fait. Donc c'est un peu tabou Oh chez oui, nous ils ont aussi. déjà ouais, ils ont une culture bien plus développée, mais nous, c'est aussi du fait que comme l'État assurait jusque maintenant un peu la pension, on se reposait un petit peu sur les États en disant si on travaille bien notre vie et puis après l'État gère pour nous, c'est bien. Voilà, moi je pense que peut-être que ce paradigme-là est en train de changer et il faut commencer à prendre soi-même sa retraite en main. Et donc, effectivement, on va pas avoir le choix de développer cette culture financière. Enfin, moi je pense que c'est quelque chose d'assez impératif, et en particulier pour les plus jeunes, hein, ceux qui sont proches de la retraite, peut-être qu'ils passeront encore entre les mailles du filet, mais les plus jeunes, je pense qu'ils devraient vraiment s'y mettre, quoi. Ah ouais, c'est beaucoup de Alors, gens pensent comme ça qu'en fait, on va devoir s'occuper de sa retraite. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une génération qui va être perdue, hein, parce qu'on paye la retraite de la génération d'avant, et à un moment où on n'arrivera plus, et il y a une génération qui aura payé la retraite de celle d'avant et qui touchera rien. Ça peut arriver, et c'est pour ça que il y a des DCA qui sont mis en place. Trade Republic est assez actif là-dessus et etc., etc. Donc, tu sors de la finance et après, tu es rentré directement dans la banque ou comment ça s'est passé? oui, alors mon premier job, j'ai travaillé comme auditeur de fonds d'investissement à Luxembourg. Donc, Luxembourg, c'est la deuxième place financière au monde après New York en termes d'administration de fonds, hein. Donc, il y a énormément de fonds qui sont administrés là-bas. Et moi, j'ai commencé ma carrière comme auditeur de fonds d'investissement. Passionnant parce que du coup, enfin, c'est un peu du travail à la chaîne, mais pour celui qui se passionne par le contenu, du coup, on voit défiler toutes des stratégies d'investissement. Et donc, très, très vite, j'ai été amené à voir des dizaines, voire des centaines de stratégies, voir celles qui performaient, performaient pas, pourquoi ça performe. Alors, le but de l'audit, c'est pas d'évaluer les performances, hein. L'audit, c'est de s'assurer que les fonds sont utilisés correctement par rapport à la politique d'investissement du fonds, etc. Mais il n'empêche que, voilà, pour celui qui trouve ça intéressant, il y a matière à s'enrichir et s'inspirer, en tout cas personnellement. C'est excellent, Donc ouais. ça, c'était ma première expérience. J'ai fait ça pendant un an et demi environ, et puis bah, j'ai tout claqué. Je suis parti en Australie. J'avais rencontré ma conjointe entre-temps, et puis elle avait le rêve d'aller là-bas, donc on est parti là-bas. On a vécu à Sydney pendant 2 mois, puis on a acheté un van, on a fait le tour de l'Australie,
Et quand on est revenu à Sydney, là, j'ai travaillé au Crédit Suisse, dans les fonds d'investissement, à faire de la réconciliation. Donc là, après 3 semaines, j'en avais marre, pour te dire. C'est du boulot assez opérationnel au quotidien. Et qu'est-ce qui nous a amené après? On s'est dit, enfin, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. On commençait à avoir un petit peu la distance. L'Australie, c'est vraiment loin, etc. Nous, on avait été plus pour parfaire l'anglais et pour voyager que vraiment avec l'idée d'y rester. Et puis, j'ai un ami qui travaillait à Luxembourg dans une banque qui me dit, écoute, Julien, nous, on a un poste qui se libère là. Si tu reviens maintenant, tu peux l'avoir. Enfin, tu peux l'avoir. Il faut passer les T'as le profil, entretiens, ouais. etc. Mais voilà, tu as le profil et ce serait pour bosser ensemble. Et donc, je savais même pas c'était quoi le contenu du job, mais ça me plaisait l'idée de travailler avec mon pote. Et donc voilà. Donc on est revenu et puis un mois plus tard, je commençais dans cette banque et dans la gestion des risques. Alors j'ai commencé dans la gestion des risques opérationnels. Donc le risque opérationnel, c'est tout ce qui est lié à l'exécution des opérations d'une banque, hein. Donc ça va de la fraude à des problématiques d'exécution, de savoir si les process sont bien ficelés pour pas qu'il y ait de trous dans la raquette et ce genre de choses. Donc super intéressant parce que j'avais un poste vraiment très central dans une des 3 plus grandes banques de Luxembourg. Donc c'est pas un pays très très grand, mais c'est un pays qui attire beaucoup d'investisseurs étrangers. À l'époque, je rappelle, hein, là on est en 2007, il y a encore le secret bancaire, etc. C'était juste avant la crise que je suis rentré. Donc énormément d'actifs sous gestion, une banque qui offre des services de banque privée, de services aux institutionnels, de la banque de détail, qui a une salle des marchés, etc. Et comme mon poste est assez central, je suis amené à vraiment toucher à toutes les activités de la banque avec le regard risque opérationnel. Donc les risques opérationnels ne me passionnaient pas en soi. La gestion des risques, c'est assez procédurier comme job. Par contre, période super enrichissante pour vraiment apprendre toutes les activités et comment fonctionne une banque de l'intérieur. Je pense que c'était vraiment une très bonne école pour moi en tout cas. Et puis en parallèle, j'ai commencé à investir dans l'immobilier aussi. Et je voulais donc vraiment... je voulais pas être tenu, j'ai toujours eu en moi ce sentiment de liberté, de ne pas vouloir me mettre un crédit pendant 20 ans sur le dos, de pas savoir le rembourser, etc. Donc je me suis dit, bah, la meilleure façon de créer de la valeur, c'est d'acheter une ruine, de la retaper, et puis au moins comme ça, alors ça va me prendre 3, 4, 5 ans, mais au moins si je dois revendre après, je retrouve mon cash directement, je peux solder le crédit et partir ailleurs, et je suis pas pieds et mains liés, quoi. Faut Ouais, la savoir, à liberté l'époque, financière, l'immobilier sortir un était... peu des sentiers battus d'employés. Euh, ouais. Ouais, alors ça d'ailleurs c'est marrant parce que figure-toi que à mon premier job, on me l'a rappelé, c'est un pote qui me l'a rappelé il y a pas longtemps. Quand j'ai commencé mon premier job, il paraît que j'avais déjà dit à l'époque, à 40 ans je serai rentier. Moi, il n'est pas possible que je fasse ça toute ma vie, quoi. Mhm. Et si Dieu, parce que ça m'avait choqué, je terminais mes études, c'était l'euphorie, les études, les soirées, etc. Enfin vraiment, j'ai vraiment eu une enfance une enfance, une adolescence et même toute ma vie au final. Moi, je me considère comme un chanceux de la vie. Ouais. Et j'ai vraiment tout le temps profité et j'ai été toujours drivé par la passion. Tout m'a toujours passionné Ouais, en moi, c'est fait. pareil. Ouais. Mhm. Et puis je suis arrivé dans le monde du travail et mon premier job et je voyais pas mal de gens déprimés. Alors pas dans ma boîte d'audit, mais quand on allait chez des clients, etc. On voyait dans les administrations de fonds, etc. Les gens, en fait, ils venaient là pour gagner leur vie, puis ils rentraient chez eux, mais il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas de joie de vivre. Et moi, je me suis dit, waouh, si c'est ça la vie, moi, je ne peux pas rester là-dedans des années, quoi. Il me faut un plan, il faut faire quelque chose, quoi. Mhm. Et, mais si tu veux, c'est quelque chose que je disais comme ça, mais que j'ai pas fait un business plan avec des calculs en train de me dire, je vais faire ça comme ça, comme ça. Mais donc voilà, donc je fais cet investissement immobilier où j'achète une grange, je transforme en 2 appartements et puis bon, ça me prend 5-6 ans, mais voilà, j'avais le job qui me payait le À crédit 5-6 sur ans, le c'est-à-dire qu'en fait, côté, il m'intéressait. c'est tout toi qui as fait, quoi. T'es bricoleur aussi. Ouais, alors j'ai fait faire le gros œuf fermé et j'ai fait ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, donc choisir les corps de métier, comparer les devis, etc. Plus après, tout ce qui était à l'intérieur, ça je faisais moi-même, donc les menuiseries intérieures, monter les cuisines, les sanitaires,
faire les terrasses, mettre du parquet, enfin bref. Tout ce que je pouvais faire moi-même. À l'époque, j'étais fauché, hein. Enfin, je veux dire, je sortais des études, j'étais riche en fin de mois, je devais payer le crédit, etc. Et heureusement, ce qui m'a aidé, c'est que comme j'avais fait 2 appartements, donc j'en avais un pour moi vivre et l'autre, je l'ai rapidement mis en location et il me payait 50% du crédit. Donc déjà Mhm. là, ça m'a vachement allégé. Mais comme j'avais encore, enfin, je veux dire, pendant 5 ans, ça a été tous mes jours de congé, c'était quasi dédié à ça, et puis il fallait acheter du matériel, etc. Donc voilà, mais ça m'a passionné, j'ai adoré en fait, j'ai adoré. Donc Mhm. c'est pas du tout, ça n'a pas du tout été une charge pour moi. Et donc là, on se retrouve plus ou moins, voilà, 2013-2014, le temps que je termine ça. Et à ce moment-là, j'ai un pote, ben, le même qui m'avait fait rentrer dans la banque à mon retour d'Australie. En attendant, lui, il avait démissionné, était parti faire sa carrière ailleurs. Et notamment, il avait été en Chine apprendre le mandarin pendant un an. Et puis, il a trouvé un poste comme personal assistant d'un multimillionnaire chinois à Hong Kong, avec comme mission de lui monter son family office. Et, euh, et donc là, On peut rappeler ce que c'est bon, un family office en 2 minutes, Julien? ouais, ouais, donc un family office, c'est une structure qui est montée par des gens aisés, hein. Bon, soit dans le cas présent, là, c'était une personne seule, mais ça peut être, en général, c'est des amis qui se regroupent ou des familles, hein. C'est pour ça le terme family office. Et donc l'intérêt, enfin, le but de cette structure, c'est de gérer leur patrimoine. Il y a 2 grands intérêts. Le premier, c'est que tu vas éviter tous les conflits d'intérêts, c'est-à-dire que tu vas aller dans la meilleure banque privée. La personne que tu vas avoir en face de toi, son intérêt, c'est de te vendre des choses pour que tu sois satisfait et que tu restes comme client, mais de te prélever suffisamment de frais pour que lui puisse vivre. Donc, tu n'as pas un alignement, on va dire, parfait des intérêts. Et d'ailleurs, même après, petite parenthèse, d'ailleurs, même sur les gestionnaires de patrimoine dits indépendants, hein, beaucoup de gens pensent que le terme indépendant assure un caractère, comment dire, adéquat de leurs conseils. Il faut savoir qu'on regarde leur structure de rémunération. Alors, je parle pour Luxembourg, mais je Mhm. crois savoir que c'est le cas pour la plupart des pays, en tout cas européens. Ils sont principalement rémunérés par des rétrocommissions sur les produits qu'ils vendent. Donc à partir de ce moment-là, on peut se demander est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit-là, enfin le produit qui m'est conseillé, est-ce que j'en ai vraiment besoin, ou et puis est-ce qu'on me vend le meilleur produit ou celui qui est C'est dans la vrai. gamme qui offre des rétrocommissions à ce vendeur-là, quoi. Et donc ça, évidemment, alors quand on est investisseur particulier, bon, c'est difficile de faire abstraction de ces conflits d'intérêts-là, mais une fois qu'on commence à avoir de l'argent, ces conflits d'intérêts, ils peuvent faire gagner énormément d'argent. Et donc, ces gens-là ont intérêt à engager des gens comme moi pour être en fait un tiers de confiance qui va défendre au mieux leurs intérêts et puis qui vont aller directement voir les différents intermédiaires, les banques privées, les asset managers, et on va aller négocier avec directement chaque intermédiaire D'accord. les meilleures conditions dans le meilleur intérêt du client. Et évidemment, l'autre intérêt que ça a d'avoir un family office, c'est la qualité de service, c'est du sur-mesure, hein. Donc les gens appellent, on décroche tout de suite, etc. Il y a pas, vous n'êtes pas un client parmi d'autres. Et puis surtout, c'est très flexible en termes de services qu'on offre, c'est-à-dire qu'un family office, ça va offrir de la structuration juridique, de la structuration fiscale, évidemment des stratégies d'allocation d'actifs, hein. On va réfléchir aux stratégies d'allocation d'actifs vraiment sur mesure en fonction des besoins des différentes personnes qui ont mis le family office en place. Euh, et puis D'accord. voilà, après on va gérer plein de choses du quotidien. Ça peut aller de réserver des billets d'avion, d'aller voir les biens immobiliers qu'on veut acheter, faire les visites pour les locataires, acheter des yachts. Enfin voilà, on peut vraiment tout imaginer. Payer les écoles des enfants, leur virer l'argent de poche tous les mois, s'assurer qu'ils ne fassent pas de conneries avec leur argent. Enfin voilà, Mhm. c'est très très large Ouais, c'est le large, ouais. spectre, Mhm. hein. Donc voilà, et donc super excitant. Et puis bon, arrivé à Hong Kong, donc moi je me retrouve là à Hong Kong en Ouais, donc 2014. la personne Euh, t'appelle qui s'occupe d'un family office à Hong Kong et elle te dit de venir à Hong Kong, c'est ça, si j'ai bien compris. Ouais, ben, en fait, il me parle et il me dit, ouais, mon gros problème, c'est qu'il a besoin d'engager des gens de confiance pour mettre en place le Family Office. Alors, il trouve des gens compétents, mais il ne sait pas dans quelle mesure il peut leur faire confiance, parce que bon, à un moment, bon, lui, c'est sa tête qui était sous la guillotine, on va dire, hein, puisque c'était lui le responsable.
était dans un milieu où ça pardonne pas, avec des gros chiffres, on avait accès aux comptes, aux coffres, etc. Et donc lui, il dit, je veux avoir des gens en qui j'ai confiance. Et comme on avait travaillé pendant plusieurs années déjà avant, puis on était amis, etc. Donc il me dit, est-ce que ça ne te dit pas de venir? Et à ce moment-là, mon employeur propose des congés sans solde, parce que c'était une façon pour eux de limiter la masse salariale sans avoir à licencier. Donc là, pour le coup, on est après la crise de 2007-2008, les banques sont en restructuration, etc. Et donc, je profite de ce congé sans solde en me disant, ben, j'ai rien à perdre. Si je reviens, j'ai un salaire et puis qui m'attend, et puis ça me fait une expérience. J'avoue que j'avais des préjugés sur Hong Kong, hein, qui ont volé en éclats la première semaine directement. Mhm. Je m'attendais à avoir du béton partout et des gratte-ciel, et au final, j'avais un appart de fonction. Ma vue, c'était sur la jungle. J'avais pas un bâtiment à l'horizon. Faut savoir, les 2 tiers de Hong Kong, c'est des parcs sauvages, en fait, donc D'accord. enfin des national parks. Et j'avais la plage à 10 minutes de chez moi, vraiment un cap de vie, voilà, magnifique, quoi, appartement de fonction de 100 mètres carrés à Hong Kong, enfin bref, donc on avait vraiment, on était bien choyés, on va pas dire le contraire, et puis cadre de travail hyper épanouissant, une dynamique dans la ville de Hong Kong qui n'a pas d'équivalent. Enfin, j'ai beaucoup voyagé et franchement, j'ai jamais trouvé ça autre part. Même New York, c'est pas aussi dynamique et puissant que Hong Kong. En plus, nous, dans nos positions, on rencontrait vraiment l'élite des banques d'affaires locales, etc. C'était vraiment super, super Gratifiant, intéressant. On rencontrait plein de. Ouais, ouais. Euh, enrichissant, pardon, oui. disons que ouais, ouais, bah, enrichissant, gratifiant, à tous les points de vue, super expérience. Par contre, il n'y a jamais rien qui vient sans rien, hein. C'est-à-dire que bon, déjà, les 35 heures à Hong Kong, ils connaissent pas, hein. C'est Mhm. plutôt double, hein. C'est un peu le minimum, on va dire, en tout cas dans les fonctions qu'on avait. Et puis assez rapidement, on se retrouve à devoir faire des choses borderline par rapport à mon éthique personnelle, en tout cas. Euh, Mhm. et aussi, alors donc ça c'est un peu ce qui m'a poussé à quitter. La deuxième raison, c'est la pollution. Donc Hong Kong, ville parfaite, mais la pollution par contre horrible. Alors, avec tous les J'ai parcs jamais eu de naturels problème. qu'il y a, t'as autant de pollution que ça? Ouais, alors en fait la pollution, elle descend de la vallée de Chine en fait. Ouais. Elle suit le fleuve et toute la région de Shenzhen qui a autour. Il y a énormément d'usines. Et en fonction de où vient le vent, quand le vent vient des terres, tu te ramasses toute cette pollution-là. En fait, le smog à Hong Kong, il n'est pas lié à la ville et au trafic de la ville, il est lié vraiment à toutes les industries qu'il y a sur le continent chinois. Et bon, comme je disais, moi, j'ai jamais eu de problème respiratoire de ma vie. Et là, après quelques mois, je commençais à avoir des syndromes d'asthme, etc. Donc, c'était pas top, quoi. Et donc, à un moment, fait l'arbitrage en se disant bon, ok, on gagne super bien notre vie, on a vraiment une vie super, mais en même temps gagner sa vie pour se détruire la santé et se détruire un peu son âme, parce qu'on fait des choses avec lesquelles alors on n'est pas 100% d'accord. Donc à C'était un quoi? moment, voilà, on a C'était pris parce que c'était plus que de l'optimisation fiscale, c'était presque du détournement, ou c'était plus, quand tu dis que tu n'étais pas d'accord avec ce que tu faisais, c'était plutôt niveau humain ou plutôt niveau économique? Non, alors bon, déjà fiscal, à Hong Kong, tu es quasi à zéro. Donc, il y a l'optimisation fiscale, il n'y en a pas vraiment. À Hong Kong, c'est plutôt de la structuration juridique, hein. Tous les Chinois, ils veulent mettre leur argent le plus loin possible du Parti communiste, hein. Donc, ça, c'est pas un secret. Mhm. Donc, bon, après, je veux pas trop rentrer Ah ouais, dans. ouais. Bon, là, pour donner un ordre d'idée, on est sur des gens qui pèsent plusieurs dizaines de millions de revenus par an, hein. Donc, c'est des gens connectés à la fois à la politique chinoise, aux mafias chinoises aussi. Donc Ouais, voilà, d'accord, j'ai pas plus trop envie de humain trop rentrer dans le sujet, ouais, mais plus humain que financier en fait. D'accord, ouais, ouais, je voilà. comprends. Ouais. Voilà, donc ouais, ouais. Alors, c'était pour savoir si c'était plus Donc un problème de humain ou un problème financier. Bon, c'était plutôt quand on commence à parler de mafia, parti politique et tout, bon, bah, c'est bon. voilà, il y a un moment, voilà, on se dit, et là, bon, très sincèrement, j'ai rien fait où je me sens mal par rapport à ce que j'ai fait, mais on sentait bien que on allait vite être amené à faire des choses. Et d'ailleurs,
mon ami qui était là depuis plus longtemps que moi s'est retrouvé dans des situations délicates et c'est impossible de dire non en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est des gens qui n'acceptent pas le non. Hein. Et donc c'est voilà, comme je dis, il y a toujours le revers à la médaille donc voilà, super belle expérience. Mais Parti et à puis temps, surtout, alors. moi j'avais mon congé sans voilà, parti à temps. Et puis comme je t'ai expliqué, moi j'avais mon congé sans solde. Donc à un moment, mon employeur il me demande bon, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens ou alors on termine les contrats là et on se quitte bons amis. Et donc voilà, moi je me suis dit bon bah alors voilà, on va revenir. Par contre, dur retour à la réalité parce qu'après cet environnement, on va dire sous speed, hein, vraiment, enfin, ce que tu apprends, enfin ton expérience que tu gagnes à Hong Kong, tu apprends en un mois ce que tu ferais en un an dans une autre carrière, quoi. C'est vraiment de ce niveau-là, c'est vraiment très intense. Et, euh, et donc voilà, retour à Luxembourg. Là, du coup, je me dis, bon, il faut que je me repassionne dans quelque chose, quoi. Il faut que je retrouve. Je peux pas rester juste là dans mon petit job, enfin, si c'est pas dans ma nature. Donc du coup, je me relance dans un projet immobilier avec mon frère, ce coup-là. Et puis je vais voir mon employeur et je lui dis, écoute, il faut que tu me donnes un truc qui m'excite plus le cerveau que ce que je fais actuellement, parce que là, j'ai fait le tour, il me faut vraiment autre chose, quoi. Et donc à ce moment-là, on est dans la période un petit peu BAL 3 pour ceux qui suivent la réglementation bancaire. Hein. Donc il y a toutes les problématiques de capitalisation des banques qui ont découlé de la crise de 2007-2008, et notamment un sujet assez délicat, en tout cas à l'époque, qui était le fait que les régulateurs voulaient plus être les seuls à définir quel était le besoin en capital que les banques devaient avoir, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se plantaient une fois sur deux. Et ils voulaient un peu que les directions des banques se mouillent en disant ben, développez vous-même vos méthodes de quantification de vos besoins en fonds propres et puis vous nous les présentez et on voit si on les accepte ou pas. Comme ça, vous êtes aussi engagé sur le niveau de fonds propres que vous estimez avoir besoin pour être une banque safe, quoi. Et donc là, il faut mettre tout ça en place. Donc là, on va parler. Donc comme moi, je connaissais toutes les activités de la banque de par mes positions d'avant dans la gestion de risque opérationnel, euh, on m'a dit, bah, écoute, maintenant tu vas faire la même chose, mais tu vas s'assurer que non seulement les risques opérationnels soient couverts, mais aussi le risque de crédit, risque de marché, risque de taux d'intérêt, taux de change, risque de liquidité, etc. Alors bien sûr, ça se fait pas seul, hein, parce que il y a des équipes derrière, mais moi j'étais un petit peu le point de central sur tous ces sujets-là, et puis aussi surtout celui qui allait le présenter et le défendre au niveau des actionnaires et des conseils d'administration de la boîte, quoi. Donc là, voilà, épanouissant, vraiment ça me passionne. Et puis surtout, alors là, on redevient un peu beaucoup plus aussi pratique parce qu'entre-temps, je commence à vendre mes autres appartements, j'ai du cash à investir, donc je mets en pratique toutes mes notions de gestion de risque et c'est là qu'on en vient à développer le côté investissement. Et jusqu'en 2020, où bon, ben, entre-temps, j'ai ma nouvelle copine qui est thaï, que j'avais rencontrée en Thaïlande. J'allais régulièrement en Thaïlande avant le Covid. Et puis ben là, on se retrouve bloqué pendant presque un an, hein, je pense pendant ouais, 8-9 mois avant que la Thaïlande ne réouvre avec des quarantaines. Hein. Mhm. Et donc là, ben, qu'est-ce que je fais? J'en avais marre du boulot. Je prends tous mes congés, mes heures sup, etc., tout ce que je peux négocier. J'ai en gros un mois et demi, 2 mois de congés. Et comme il y avait 15 jours de quarantaine à l'époque pour rentrer, il fallait que ça vaille la peine que j'y aille. Je n'allais pas juste pour 3 semaines. Et donc me voilà parti en Thaïlande pour 2 mois. Et là, super, quoi. La Thaïlande sans touristes. Mhm. Euh, les hôtels où il n'y a personne dedans, les fonds marins, tu vas faire de la plongée, tu es tout seul, etc. C'était magnifique. Et très vite, en plus, avec ma copine, on doit prendre une décision parce qu'on remarque qu'il y a. On ne sait pas trop si, à l'époque, on ne savait pas trop si ça allait refermer ou pas, la Ouais, c'était Thaïlande. on réouvre C'était un jusqu'à la peu. prochaine fois, ouais. Mhm. Voilà. Et là, bon, je décide, bon, je renégocie un congé sans solde avec mon employeur et je dis, voilà, là, je prends 2 ans et, euh, et je me fais plaisir, quoi. Donc là, je commence vraiment à mettre en place mes investissements pour vivre de ça. Alors, Et c'est à partir de là où tu as fait des stratégies d'investissement qui te permettent de vivre ton, de ton patrimoine, quoi. Euh,
sans être trop indiscret, ton patrimoine est à 5 chiffres, 6 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres, 9 chiffres, 10 chiffres? Ouais, quand même pas, mais voilà, dans les 6 chiffres, voilà, oui, oui, Entre 1 et 10, quoi. voilà, voilà. D'accord. Et avec ça, Donc ouais, non, alors, ça sera plutôt la deuxième comme, partie de. Je te laisse finir, excuse-moi, parce que j'ai envie de. alors, Ouais. on parle de patrimoine boursier, hein, parce qu'après j'ai de l'immobilier aussi, mais voilà, patrimoine boursier, 6 chiffres. Euh, et donc oui, donc alors avant, comme tout le monde, moi, j'étais un peu investisseur, ETF, SP500, etc., buy and hold. Et dans le Covid, ben, très rapidement, je me dis, voilà, attention, on est en train de jouer avec la planche à billets, ça va créer de l'inflation, les stratégies mixtes, actions-obligations, qui étaient la panacée jusque-là, parce que dès que les actions baissaient, les obligations compensaient, c'était ce qu'on voyait de mieux dans toutes les banques privées à l'époque. Moi, je dis, attention, attention, tout ça, on arrive sur la fin, ça va plus se passer aussi facilement que ça. On va devoir arriver à être beaucoup plus sélectif. Et c'est là qu'effectivement, je commence. Alors, moi, je suis pas. Alors, j'ai également acquis de l'expérience dans mes dernières années à la banque. Comme j'étais un peu un électron libre, on me mettait aussi sur la constitution de nouveaux produits d'investissement. Donc, quand la banque construit des produits pour vendre à des clients, hein, donc des produits sur mesure. Et donc, du coup, là, j'ai aussi appris j'ai eu accès en fait à toute la recherche académique qui se fait sur le sujet, parce qu'il y Les a énormément de couvertures, recherche académique etc. aux États-Unis. Ouais, voilà, donc comment on peut optimiser avec de la gestion de risque, comment on peut combiner des stratégies ensemble, vraiment avoir une réflexion sur l'allocation d'actifs. D'ailleurs, je te partage un petit résultat que j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête, c'est que plus des 3 quarts de la performance sont liés à ce qu'on appelle la strategic asset allocation, donc à la stratégie d'allocation d'actifs, plus qu'au support d'investissement ou au market timing ou à toutes ces considérations de court terme. Donc, et pourtant, quand on regarde dans la pratique, alors pas dans les banques privées, etc., mais pour la plupart des investisseurs retail, on va dire, ils vont passer énormément de temps à choisir leurs titres, à essayer de timer le marché, etc., alors que la recherche académique nous démontre très clairement qu'il vaut mieux passer du temps à se construire une allocation d'actifs, donc se dire quelle part d'actions, quelle part de dette privée, quelle part de dette à court terme ou de termes déposits, je ne sais plus des termes, de dépôt à terme, pardon, quelle quantité de private equity, quelle quantité d'IMO je vais mettre, est-ce que ça correspond bien à mes objectifs, etc. Et c'est là qu'on va générer 80% de la performance d'un portefeuille. Alors, c'est plus Donc, la distribution de son patrimoine plutôt que le choix vraiment du détail de l'action qui va exploser cette année, quoi. voilà, voilà, tout à fait. Sur du long terme, donc sur des investissements de 5 à 10 ans, on remarque que c'est beaucoup plus ça qui crée de l'alpha, qui crée de la performance, que vraiment de se dire je vais investir sur tel titre et acheter et revendre à tel moment, etc. Et donc c'est pour ça que J'ai interviewé Pacic et Joël il y a 2 mois de ça, qui lui avait justement changé de stratégie parce qu'il était, il était monté aussi en capital. Et c'est vrai qu'au début, il disait, bah non, moi je veux cette action, cette action, cette action. Et après, il dit, bah non, bah maintenant je fais lui, il est spécialiste, hein, il fait de l'arbitrage sur le Nasdaq, quoi. C'est-à-dire qu'il fait du Nasdaq, il liquide, gold, liquide, Nasdaq. Et il fait que ça. Et il dit, depuis que je fais ça, je passe beaucoup moins de temps et je gagne beaucoup plus avant de savoir si je dois rentrer sur, je sais pas, ESSO, parce que c'est le cas à la mode, je dois rentrer sur ESSO à ce point-là et sortir à ce point-là, quoi. Ouais, tout à fait. Alors après, il y a vraiment plusieurs dimensions à prendre en compte, hein. Il y a aussi une dimension tout à fait personnelle, c'est-à-dire il faut que notre stratégie d'investissement soit adaptée donc à nos besoins, ça c'est clair, hein, à nos objectifs, et aussi à notre tempérament, quoi. Est-ce qu'on est capable d'assumer la volatilité qui va avec? Est-ce qu'on va être capable d'assumer le suivi? Parce qu'il y a une discipline en fait énorme à suivre nos investissements, hein. Toi-même, tu as été investisseur, je pense que tu peux confirmer, hein. Et donc, c'est important de vraiment savoir se jauger aussi et de savoir qu'est-ce qui va nous plaire et nous satisfaire, quoi. Donc, C'est-à-dire qu'en fait, pour schématiser un patrimoine, tu peux le diviser en combien de tranches, en combien de types d'investissement. C'est-à-dire que tu as ouais, il n'y l'immobilier, a pas l'obligataire. de limite. Hmm.
voilà, il n'y a pas de limite. Moi, à titre personnel, je dois avoir une dizaine une petite dizaine, aux alentours de 7, 8 assets classes, on va dire, dans mon portefeuille. D'accord. Donc tu vas avoir évidemment tout ce qui est actions, tu peux avoir les métaux précieux, tu vas avoir les dépôts à terme ou les cash management, hein, tout ce qui est money market, les choses un peu de court terme. Tu vas avoir de la dette privée, tu peux avoir bon, de la dette d'État, même si, enfin des dettes publiques, donc même si aujourd'hui je pense pas que ce soit le meilleur placement, en tout cas avec des durations longues. Tu peux avoir du private equity, tu peux avoir vraiment de la matière première, des matières premières, tu peux avoir des biens, des œuvres d'art, tu peux avoir des terres agricoles, des choses comme ça. Donc vraiment, il y a plein de choses. L'immobilier, je parlais pas. Moi, j'ai fait pas mal d'immobilier, mais j'en reviens parce que je suis pas sûr que ce soit ce qui nous sauvera pour l'avenir, mais effectivement, dans l'immobilier, tu peux avoir du commercial, tu peux avoir des garages, tu peux avoir de l'immobilier que tu vas mettre en Airbnb, de l'immobilier sur le locatif long terme. Tu peux acheter de l'immobilier papier, tu peux acheter des forêts, enfin voilà, c'est infini le Une nombre question, de quand tu achètes des catégories. métaux précieux, par exemple, or, etc., tu t'achètes de l'or physique ou t'achètes de l'or papier, entre guillemets? C'est-à-dire que tu prends Alors moi, des physique, CFD, des futurs, je sais pas comment ça s'appelle, ou alors vraiment des lingots que tu mets sous l'oreiller, entre guillemets. moi je veux la matière physique et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ta question elle est super importante parce qu'elle ramène à ce que j'ai expliqué avant, de voir l'allocation d'actifs dans sa globalité. C'est-à-dire que moi, je n'achète aucune position de manière isolée, moi, je la considère dans un contexte. Pour moi, l'or, pourquoi est-ce que je veux de l'or dans mon patrimoine? Pour moi, l'or, c'est une assurance sur le dollar. C'est-à-dire que si le dollar part en sucette, moi, je fais le pari, je suis d'avis qu'à ce moment-là, l'or compensera. Je n'achète pas de l'or pour me couvrir de l'inflation, je n'achète pas de l'or pour X ou Y raison, voilà. Donc, moi, dans ma philosophie, si le dollar part en cacahuète, il y a quand même pas mal de chances qu'on ait un contrôle des capitaux qui va suivre derrière d'une manière plus ou moins officielle ou officieuse. Voilà. En tout cas, l'histoire a montré que quand les devises de référence Si les mondiale dollars partent en partaient cacahuète, on est tous très mal. voilà. Donc, et donc, si tu veux, pour moi, l'or, c'est une assurance. En fait, il faut voir chaque produit comme une assurance d'un autre, en fait. Et donc, moi, l'or, c'est mon assurance pour mes actifs libellés en dollars, quoi. Et donc, à ce moment-là, dans mon scénario, ça n'a aucun intérêt d'avoir de l'or papier parce que je ne pourrais pas l'utiliser ce jour-là. Hmm. Donc, c'est pour ça que je ne veux que de l'or physique. Alors après, l'or physique, ça ne veut pas toujours dire avoir le lingot chez soi. Il y a des coffres de stockage, il y a plein de solutions qui existent dans des juridictions où on ne va pas se le faire piquer, etc. Donc, voilà, je ne suis pas là pour faire la promotion, mais il y a des solutions. Voilà. Ah, donc en fait, ouais, c'est un peu du bon sens, hein. Moi, quand j'étais allé voir mon banquier à l'époque des subprimes, où je me suis dit, ben, je vais me couvrir des monnaies, je vais prendre de l'or, et mon banquier me dit, bah, moi, je peux te prendre de l'or. Mais je dis, mais si je me couvre contre les banques, c'est pas pour que j'ai de l'or papier, quoi. Si je veux me couvrir contre les monnaies, donc contre les banques, c'est pour avoir de l'or physique, en fait. Ouais, ouais, Et ouais. c'est le bon sens, Et ouais. c'est pareil pour chaque investissement. On doit avoir la réflexion de chaque investissement. Pour Celui-là, le il me pétrole, tu fais pas couvre pareil quand contre même, quoi? non? Pardon? Pour le pétrole, tu fais pas pareil, non? T'as pas mis un réservoir de pétrole devant chez toi? Non, 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 non. D'ailleurs, par exemple, ça c'est quelque chose. Enfin, bon, on peut en discuter, mais la commodities pétrole. Alors, je l'ai tradé à un moment quand le pétrole est devenu fou là, Négatif. donc là, c'était vraiment intéressant. Mais sinon, moi, je préfère jouer les pétrolières, par exemple, Ouais. que acheter la matière première pétrole. Mais Et dans les pétrolières, est-ce que t'as le raffinage ou pas? Pas dans toutes, hein, je crois, hein. Non. ouais, alors moi j'utilise des ETF quoi. Enfin, tu vois, moi je fais pas de stock picking, je passe pas mon temps à choisir. C'est là, en fait, j'en ai fait un peu. Hein. J'ai fait un peu de l'investissement value sur des small caps, etc. Mais comme on parlait tout à l'heure que ce soit en accord avec notre discipline, etc. Je trouve que garder des positions. Donc, le problème de l'investissement value, c'est que tu achètes un truc qui est discounté et qui est supposé retrouver sa valeur intrinsèque à plus ou moins long terme.
Mais tout le problème est dans le plus ou moins long terme. C'est que parfois, le marché peut rester. Le marché peut se tromper pendant longtemps. Voilà. Et il faut avoir les reins solides de garder une ligne pendant 2 ans. Ça m'est arrivé. Voilà, j'achète une dizaine de valeurs, je fais mes recherches, etc. Je confronte avec plein de personnes, parce qu'on a un petit groupe où on partage pas mal de trades, etc. Tout le monde est convaincu que c'est de la value, que c'est. Voilà. Et puis voilà, tu en as une ou deux qui corrigent dans les mois qui suivent, donc là c'est super. Tu en as 4 qui vont pas corriger peut-être du tout, ou qui vont rester flat. Et puis tu en as 3-4 qui partent encore à la cave, donc sur un truc value qui vont encore perdre 40-50%. Alors après tu les tiens 2-3 ans, mais tu en as qui vont. Et puis quand tu arrives à break-even, tu vends parce que tu te dis j'en ai marre de les voir, quoi, tu vois. Et donc, je me suis rapidement rendu compte que ça, c'est pas pour moi. Alors, je dis pas que ça ne fonctionne pas, hein. Je dis juste que c'est pas, ça correspond pas à moi. Je suis plus à l'aise avec des dynamiques de momentum. On fait du suivi de tendance et où quand ça marche pas, on coupe. En fait, moi, j'ai un peu cette optique-là. Soit ça part dans le bon sens rapidement, soit je coupe, quoi. Donc, d'accord. Ok. voilà. L'investissement en bon père de famille à long terme, voilà, moi j'ai travaillé donc pour une des banques qui a fait faillite pendant la crise de 2008 et je peux te dire, j'ai vu des situations, les gens étaient convaincus, enfin c'était des actions réputées bon père de famille, j'ai eu des collègues qui avaient mis tout leur épargne pension là-dedans, dans un seul titre, et puis ils ont perdu 80-90% de leur épargne à 5 ans de la retraite, quoi, je veux dire, sur une action bon père de famille. Alors ça paraît stupide avec le recul, hein, mais il y a beaucoup de choses dans l'investissement et on en revient toujours à ce truc de manque d'éducation financière. Manque d'éducation financière, la diversification, et puis savoir pourquoi on les prend, et puis à un moment qu'on arrive près de sa pension, il faut peut-être basculer sur de la dette, sur avoir du cash flow et plus s'exposer à un drawdown. Et c'est le principal problème des ETF, hein, les ETF SP500. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai voulu sortir de l'investissement passif en ETF? C'est que si on regarde l'histoire, tu prends le SP500 sur 100 ans, 150 ans, il y a 3-4 périodes, c'est pas peut-être même plus de mémoire, où tu vas avoir des drawdowns de plus de 50%, et puis si tu regardes en ajusté de l'inflation, tu vas mettre 15, 20, 25 ans avant de retrouver ton pouvoir d'achat, quoi. Ouais, sur le SP500, qui est déjà la Rolls de la Rolls en termes d'investissement. Et donc, si ça arrive demain et que tu pars à la retraite dans 2 ans, ben, t'es foutu, quoi. Ouais, il faut vraiment calculer ton investissement par rapport. C'est-à-dire que si tu as 30 ans, tu dis, je pars en retraite dans, on va dire 40 ans, on va dire 70, parce que les jeunes, ils vont devoir travailler pas mal. Sur 40 ans, tu peux dire, je peux me le permettre, parce que dans 40 ans, je retrouverai toujours. Mais c'est vrai que si tu as 50, tu as besoin de l'argent dans 15 ans, tu peux peut-être pas prendre que ça, quoi. Voilà. Ou alors le prendre, et c'est là qu'on en vient, il y a des façons intelligentes. Si tu prends de l'ETF avec des stratégies momentum, c'est-à-dire que tu vas ressortir dès que la tendance s'inverse, tu vas éviter les gaps, quoi. Tu vois, tu vas éviter les gaps. Alors après, la question, c'est où tu mets ton argent quand la tendance s'inverse, etc. Mais moi, c'est ce que j'ai développé. C'est une stratégie que j'ai développée, que je mets en application depuis le Covid. Et l'avantage, c'est que tu prends de la perf quand ça fonctionne. Et puis, quand les marchés sont moins favorables, comme c'était le cas en 2022, tu fais de l'argent sur autre chose, et puis ton argent est toujours en train de travailler. Et puis surtout, moi j'ai développé un algo. Tu sautes d'une ETF à l'autre, ou alors tu passes d'une ETF à de l'immobilier, ou... Tu as des ETF, tu as les REIT, hein, donc tu peux avoir de l'immobilier sous format d'ETF, on va dire de l'immobilier papier. Mais en gros, en théorie, alors avant de te parler de ce que moi je fais, en théorie, tu pourrais te dire, et en fait, c'est notre grande chance, c'est qu'aujourd'hui, l'univers des ETF permet d'être facilement diversifié dans n'importe quelle classe d'actifs, à peu de choses près. Et donc, par contre, il faut connaître, il faut savoir. Alors en plus, on a les limitations UCITS en Europe où on n'a pas accès à tous les produits des États-Unis. Donc, il y a un peu de... On en revient aux connaissances qu'il faut pour. C'est pas évident, hein, je dis pas que c'est facile de le faire. Une fois qu'on le sait, c'est évident. C'est comme tout. Tu vois quelqu'un qui surfe, ça a l'air facile. Par contre, quand c'est à toi d'aller sur la planche, tu remarques que c'est pas si évident. C'est exactement la même chose. Une fois qu'on a les clés, c'est pas compliqué.
Et oui, tu peux basculer d'un environnement à l'autre. Et il y a toujours un endroit, en fait, il faut voir les marchés financiers comme des vases communicantes, quoi. L'argent, il disparaît pas. Alors, oui, parfois, la banque centrale en retire, et là, ça fait un peu mal à plus de catégories d'actifs, mais il y a toujours une catégorie qui bénéficie Mhm. Ah, parce que de normalement, pour les flux monétaires. débutants, entre guillemets, on voit plutôt obligation-action. C'est-à-dire que, comme tu disais au début, les vases communicants. Mais maintenant, ça a l'air beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que tu prends des ETF sur indice, des ETF sectoriels, je suppose aussi, Ouais, euh, ouais. les ETF sur les Sur les matières commodities. premières aussi, parce que regarde le problème de 2022 qu'il y a eu, ben, et en fait, bon, après chacun a sa vision de l'avenir, mais les poussées inflationnistes, le problème c'est qu'elles font mal et aux actions et aux obligations. Et donc là, ben, tu as des ETF par exemple sur les matières premières qui vont compenser. Et donc tu vois, là c'est intéressant de pouvoir se dire, bah, à ce moment-là, je vais switcher sur des matières premières pour que ton argent soit toujours en train de travailler, quoi. Ouais, quand il y a de l'inflation, il faut faire des stocks, et quand il n'y a pas d'inflation, il faut faire de stocks, donc les matières premières. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est toute la dynamique de taux d'intérêt. En fait, l'inflation, c'est pas l'inflation en soi, c'est derrière, quand il y a de l'inflation, on va monter les taux d'intérêt. Donc, les obligations, je ne connais pas le degré de connaissance de tes followers, mais une obligation, sa valeur va baisser quand les taux montent. Donc, c'est pour ça que le couple action-obligation marchait super bien sur les 40 dernières années, parce que si tu reprends les taux d'intérêt, on est passé des années 80, on est passé de plus de 10% de taux d'intérêt à quasi zéro. Donc là, effectivement, pendant 40 ans, action-obligation, c'était ce qu'il fallait avoir, c'était ce qui fonctionnait. Est-ce qu'on va repartir dans cette dynamique-là? Moi, ce n'est pas ma conviction. Moi, je pense qu'on va être dans un environnement pardon, beaucoup plus incertain, et donc il faut adopter une autre stratégie. Mais il y a des stratégies adaptées à des environnements incertains, hein, ça existe aussi, et donc ça demande un peu plus de flexibilité, un petit peu plus de suivi. Mais aujourd'hui, on a le gros avantage d'avoir les outils. On a non seulement les algorithmes, on a les brokers, on a les ETF. Moi, Mhm. pour te dire, en pratique, je passe 10 minutes par mois. Maintenant que tout est mis en place, je Tout est pars 10 automatisé et minutes par tout. mois. Ouais. Donc, je me connecte fin de mois, j'ai mon algo qui tourne, qui me dit, voilà, fais ci, fais ça, et puis voilà. Et puis après, je vais à la plage et la vie est belle, quoi. Ah, excellent, excellent. Et c'est un algo basé sur quoi? Sur le secteur, basé sur la tendance, hein. Toi, tu es plutôt sur la tendance, hein, tu m'avais dit au départ, hein. Ouais, ouais, voilà. Donc c'est Le un algo que momentum, hein. j'ai développé. Voilà, donc moi je segmente les marchés actions et les marchés obligataires. Alors après, c'est pour ça que c'est un petit peu complexe, hein, c'est-à-dire que pour mettre ça en place, il faut bien comprendre que chaque type d'actif a des cycles différents. Et donc, alors pour prendre un exemple qui va parler à tout le monde, tu vas prendre les crypto-monnaies et les actions, tu vas voir tout de suite que les cycles sont beaucoup plus rapides sur les crypto-monnaies. Mais c'est également pareil sur les matières premières, sur les obligations, donc chacun a sa vitesse de croisière, on va dire. Et tout est cyclique, en fait, tout est cyclique dans les investissements. Et donc, si tu combines ceux qui ont une vitesse de croisière différente, tu peux leur appliquer des règles. Si ceux qui ont des vitesses de croisière similaires, tu peux les grouper par package et puis tu peux trouver des dynamiques, des règles selon lesquelles ils vont fonctionner. Et puis après, il faut tirer profit de ces règles-là. Mais ça paraît facile à dire, mais c'est toute mon Oh, non, expérience c'est. de modélisation. En fait, moi, j'ai fait des années de modélisation et donc voilà, on modélise le comportement d'actifs. Et puis après, une fois que et je vais te dire, le gros avantage de l'algorithme, c'est qu'on n'a pas de problème émotionnel, on n'a pas de problème d'exécution en fait, qui est une grande part qui fout les traders en l'air, hein, ou les investisseurs de manière générale. Il y a toujours un moment où on va Ouais. craquer à -30, on va craquer parce qu'on va vendre trop tôt quand on a des gains, etc. Le fait d'en faire le moins possible et de se baser sur un algorithme, si on a il faut avoir confiance dans l'algorithme. Et puis Mais une fois l'algorithme, il qu'on a faut toujours confiance dans l'algorithme, le remettre à jour, hein, parce qu'un algorithme, enfin, je connaissais deux programmateurs, Gilles Santacreux et Emeric, et qui m'ont toujours dit, de toute façon, un algorithme a une date de caducité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours le retravailler, surtout ne pas le suroptimiser, parce que c'est là où l'algo se plante, mais toujours ouais, ouais. faire un upgrade, quoi.
Alors là, j'imagine que ce sont des gens qui faisaient Du plus robot du day trading, hein, oui. trading ou du scalping ou des, Ouais. voilà, voilà, des robots trading. Donc là, Robot 100% trading sur du d'accord. trend following, tout ça, il Et me dit, alors, bon, les marchés sont un peu, sont en constante évolution, et ce qui pouvait marcher il y a 3 ans ne marche plus maintenant. ouais, ouais. Alors ça, c'est tout à fait vrai parce que justement, comme on parlait de cycles, en fait, il y a des phases où les marchés accélèrent, les phases où les marchés sont plus calmes. On parlait des cycles où le SP 500 perd en pouvoir d'achat pendant 20 ans. Enfin, il faut vraiment voir ça tout comme. Mais la vie est cyclique de toute façon, hein, pour faire un peu pour Mm. un spectre plus large, tu vas avoir la journée qui s'inscrit dans le mois, qui s'inscrit dans l'année, avec les saisons, etc. Enfin, tu vois, ben, les marchés, c'est pareil. Donc, tu vas avoir des dynamiques et qui vont marcher effectivement des dynamiques au sein de la journée. Tu vas avoir des dynamiques qui vont marcher sur chaque unité de temps, à l'échelle de la semaine, du mois, etc. Et effectivement, ben, ce qui va marcher en hiver va peut-être pas marcher en été, quoi, tu vois. Donc à ce moment-là, ça demande de réajuster. Par contre, moi, j'utilise des logiques de beaucoup plus long terme, donc je dois beaucoup moins les ajuster. Et aussi, comment dire, tu parlais du fait de ne pas suroptimiser les Oui. modèles, et ça c'est tout à fait vrai, il faut rester avec des modèles relativement simples, parce que ce qu'on cherche à faire en fait quand on développe des modèles comme ça, c'est modéliser des phénomènes chaotiques. Et modéliser des phénomènes chaotiques, par définition, c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à modéliser un phénomène lorsqu'il part pas en sucette, lorsqu'il part pas dans le chaos. Donc on va avoir un modèle qui va marcher 80-90% des cas et qui ne va pas nous exploser à la gueule les 10% restants. C'est ça qu'on va chercher à Ouais. faire. Et le problème de la suroptimisation, c'est que ces gens-là, ils oublient le chaos en fait en général quand ils suroptimisent et que quand ça pète, en général, ça explose Ah, et parce ça fait des qu'il gros faut penser dégâts. qu'on n'est pas sur des modèles simples, on est sur des modèles complexes. Il y a toujours une part de risque. Et c'est vraiment, tu as raison, le plus important, c'est de garder son capital, quoi. De sauvegarder son capital. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, j'utilise toujours un stop loss derrière mes modèles parce que ça me permet justement de. Bon, moi, je te dis, je viens du risk management. Moi, je cherche pas la perf. Moi, je cherche la rente, je cherche l'appréciation de mon capital sur l'inflation. Je cherche pas à faire 40% par an. Si je l'ai fait, tant mieux, mais ce sera la conséquence de ma gestion des risques et pas la cause. Si tu veux. Moi, je veux Mhm. pas exposer mon patrimoine. Stop loss fixe ou Parce que stop c'est loss plus. pourcentage? Alors, comme je te dis, moi, je fais ça. Moi, c'est un stop loss pourcentage et que je réajuste tous les mois. Donc, dans les faits, c'est un trailing stop parce que moi, comme je te dis, je fais de l'investissement plutôt à échelle de plusieurs semaines, voire mois. Donc, c'est un peu du trailing stop en pourcentage. Ouais. D'accord. Ok. Alors, pourcentage, mais je vais toujours. Alors, je peux parfois ajuster quand je regarde, quand je vois que graphiquement, on est sur une limite, un peu d'analyse graphique, tu vois, pour ajuster derrière. Hein. Donc, Mhm. D'accord. Ok. Et très intéressant. Donc maintenant, tu vises seulement. Excuse-moi, je t'ai coupé. On est passé directement sur la partie investissement. Tu vis que de ça maintenant ou tu retravailles? Parce qu'on s'était arrêté que tu partais en Thaïlande avec un congé sans solde. Et je suppose qu'après, tu as complètement démissionné et tu fais que ça maintenant. Dis-moi si je me trompe. voilà, voilà. Donc là, j'ai démissionné il y a quelques mois et effectivement, je me suis dit, alors j'ai bien profité pendant 2-3 ans de la vie et puis là, je me suis dit, bon, je suis encore trop jeune, il faut que je me relance dans quelque chose. Et donc, effectivement, là, j'ai développé plusieurs activités sur le côté. Même si aujourd'hui je vis principalement de mes investissements, puisque ça c'est des choses que je viens de lancer, qui sont encore en cours de développement pour la plupart, hein, donc je n'ai pas encore de revenus de ces activités-là, mais voilà, c'est un petit peu Tu ce qui peux me nous tient dire à combien, cœur et la chance. combien tu génères par an en pourcentage du capital investi? Ou du capital total plutôt que du capital investi. Du capital, on va dire mobilier, on va pas parler de l'immobilier. Ouais, ouais, donc de l'ordre de 10%, voilà, de l'ordre de 10. Alors ça dépend des années, il y a des années où j'ai fait 20. Et puis il y a une année un peu moins bonne où j'ai été flat, voilà, et puis voilà, on va dire entre 0 et 20 et en moyenne probablement 10 quoi. Voilà. D'accord. Et avec un Et drawdown d'ailleurs, de...
Ben, pour l'instant, j'ai pas de drawdown, j'ai pas été en perte, alors ça fait que 4 ans finalement, hein, tu vois. Par contre, ma stratégie, je l'ai évidemment backtestée, hein, donc on peut maintenant payer des logiciels où on peut backtester ces stratégies. Et la stratégie que j'utilise, donc pour moi, un backtesting, pour qu'il soit valable, il faut au moins couvrir 2007-2008, hein, parce que sinon tu n'es pas soumis à une tempête, il faut au moins une belle tempête pour voir ce que ça donne. Idéalement, ce serait d'avoir des périodes beaucoup plus longues, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les datas. En général, les datas sur les ETF commencent 2004-2005, c'est là qu'on commence à avoir un peu de la donnée. Et mon algo fait en max drawdown 16-17% en 2007-2008. Et là où le SP500 fait moins 50, hein, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, pour donner un ordre de grandeur. Et puis un rendement annuel de l'ordre de 15 en moyenne, donc un compound annual growth rate, là, donc un rendement annuel moyen de l'ordre de 15, là où le SP fait 7-8 en moyenne, quoi, donc, sur la même période. Donc tu vois, il y a des stratégies en fait faciles qui permettent de à la fois limiter le risque tout en multipliant les gains. Même si, comme je dis, moi je cherche pas à multiplier les gains, moi je cherche vraiment le drawdown et la volate, hein, limiter le drawdown et la volate. Et puis à ce que ça ne bouffe pas ma vie. Très sincèrement, j'ai passé, hein, des moments à être devant l'écran, à trader, etc. Mais aller surfer, aller me balader, voilà, j'ai plein d'autres passions et d'activités qui sont pour moi plus passionnantes que ça. On avait habitué un intervenant habitué qui lui est trader pur sur action, un intervenant habitué de la chaîne qui est Ben, qui a marqué tout le monde, hein, qui lui dit toujours, moi de toute façon je veux pas gagner plus, moi je veux gagner pareil et en foutre moins. C'est-à-dire qu'en fait il cherche à réduire le temps et réduire la pénibilité pour arriver à un même résultat à la fin de l'année, quoi. Il ne cherche pas à faire x2, il cherche à gagner, même s'il le fait, hein, il ne cherche pas à faire... et il cherche à gagner le minimum, mais que ça lui prenne le moins de temps, le moins d'énergie et le moins de nerfs possible, quoi. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Et là, par exemple, tu vois, tout ça, ça fait partie pour moi, on parlait tout à l'heure des stratégies d'allocation d'actifs. Tout ça, ça se conçoit, tu vois, si tu passes du temps à concevoir et tu dis, voilà, moi, je veux pas passer plus un jour par mois ou 1 heure par mois, enfin voilà, tout existe, tout est possible, il y a des solutions à tout. Par contre, il faut connaître son besoin, quoi. Et puis après, on peut mettre des choses en place. Mais c'est passionnant, hein. Enfin, moi, je suis passionné de ça, donc je trouve ça vraiment génial. Après, je comprends que ce soit pas la passion de tout le monde, hein, donc, Non, c'est clair. Bon, donc merci pour cette présentation sur ta gestion de patrimoine via l'ETF. Merci, Julien. Oui, alors, ouais, mais il y a pas que des ETF, hein, c'est ce que je voudrais que les gens retiennent, hein, c'est que les ETF, bon, c'est une partie, mais qu'il faut vraiment étudier chaque investissement en fonction d'un ensemble de patrimoine. Et qu'il y a des solutions pour tout. Les ETF fournissent pas mal de solutions, et après je suis pas fermé, j'ai aussi des investissements immobiliers et d'autres, mais il y a clairement pas que les ETF, hein. Ok. Ben merci pour tout, Julien, et puis on se retrouve rapidement alors. Oui, quand tu veux. D'accord. Donc on ouvre une nouvelle voie sur Pépitor où on avait des traders et maintenant on va voir un peu les investisseurs. Maintenant que vous avez suivi Pépitor, que vous avez tradé, que vous avez multiplié par 10 votre portefeuille, votre patrimoine, maintenant on va voir, on va interviewer d'autres personnes pour les investissements. Bon, j'espère que ça va marcher pour vous. Voilà, bon. Merci Julien, merci à tous. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce et laissez des commentaires. Merci, ciao Julien, au revoir.